Un pari routier inattendu secoue aujourd'hui le Burkina Faso, bousculant les habitudes d'infrastructure, les priorités budgétaires et les certitudes techniques établies à court terme. Alors que des milliards alimentent l'asphalte classique importé, une solution recyclée avance, promettant durabilité accrue, coûts réduits, résilience climatique, emplois locaux et autonomie mesurable dans des contextes climatiques extrêmes et contraints. Que change vraiment ce choix pour vous, vos déplacements, vos économies locales et l'équilibre public, selon Ibrahim Traoré, pour les citoyens ordinaires? Ici, une route devient un levier politique, social et économique durable, capable de redessiner des trajectoires nationales bien au-delà des chantiers. Cette histoire promet plus qu'une innovation technique. Elle engage un choix de trajectoire collective, avec des gains potentiels et des risques réels à assumer. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre, très simplement, ce que cela change concrètement pour la vie quotidienne. Au Burkina Faso, l'infrastructure n'est jamais neutre. Elle conditionne l'accès au marché, aux soins, à l'école, et donc la capacité d'un pays à tenir face aux chocs climatiques et économiques. Miser sur une solution locale, recyclée et participative, signifie réduire la dépendance financière extérieure, mais aussi accepter une phase d'incertitude politique et technique. Si le modèle fonctionne, il peut libérer des ressources publiques, renforcer la souveraineté économique et créer une dynamique d'emploi durable. S'il échoue, il risque de retarder des investissements critiques et d'exposer les zones rurales à de nouvelles vulnérabilités. Ce qui se joue ici dépasse une route ou un matériau. C'est la crédibilité d'un modèle africain de développement, capable ou non de s'imposer face aux standards dominants. La première route testée a traversé la saison des pluies sans dégradation majeure, tout en réduisant les coûts d'environ 40% par rapport aux méthodes classiques. Ce résultat précoce, obtenu dans une zone rurale longtemps isolée, a suffi à transformer une expérimentation marginale en sujet national, puis régional, sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre pourquoi cette initiative a pris une telle ampleur, il faut revenir au contexte du Burkina Faso. Le pays fait face à une équation persistante. Un territoire vaste, un climat extrême, des ressources budgétaires limitées et une dépendance historique à des modèles d'infrastructures importés. Les routes traditionnelles, souvent construites avec des matériaux coûteux et des entreprises étrangères, se dégradent rapidement sous l'effet des pluies intenses et de la chaleur, nécessitant des réparations fréquentes. Dans les zones rurales, beaucoup deviennent impraticables plusieurs mois par an, isolant les populations et freinant l'activité économique. C'est dans ce cadre qu'émerge l'idée des routes en pneus recyclés. À l'origine, il ne s'agit pas d'un programme national, mais d'un test local, presque discret. Pourtant, la résistance observée face aux intempéries et la baisse immédiate des coûts d'entretien attirent l'attention des autorités. Pour Ibrahim Traoré, le projet devient un symbole. Prouver qu'une solution locale peut rivaliser avec des standards internationaux souvent inadaptés aux réalités sahéliennes. Rapidement, les médias s'emparent du sujet. Les chiffres circulent, les comparaisons s'installent, et l'initiative est présentée comme une alternative crédible, non comme une curiosité écologique. Le débat se déplace alors. Il ne porte plus seulement sur la faisabilité technique, mais sur la capacité d'un État africain à définir ses propres priorités d'infrastructure, sans copier des modèles extérieurs. La question centrale devient claire. Ce succès initial est-il reproductible à grande échelle, ou reste-t-il une exception favorable dans un environnement contraint? Dans cette phase initiale, le rôle d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une décision administrative. Il agit comme un personnage guide, donnant une direction politique à une expérimentation locale et assumant publiquement ses implications. Son choix ne s'appuie pas d'abord sur un discours idéologique, mais sur l'observation des usages concrets et des contraintes du terrain. Là où les routes classiques échouent saison après saison, la priorité devient la continuité,
plutôt que la conformité aux standards importés. Un premier cas illustre cet impact précoce dans un village de l'est du pays. Avant l'arrivée de la route en pneus recyclés, les pluies rendaient les déplacements impossibles pendant des semaines. Les commerçants perdaient leurs marchandises, les malades arrivaient trop tard au centre de soins et les écoles fermaient par intermittence. Après la construction, la route reste praticable. Les échanges reprennent, les services essentiels deviennent assez accessibles et le village cesse d'être coupé du reste du territoire. Un second exemple apparaît dans l'organisation du travail local. La collecte et la transformation des pneus mobilisent des habitants jusque-là exclus des grands chantiers. Des compétences nouvelles émergent, liées au recyclage et à la maintenance, réduisant la dépendance à des prestataires extérieurs. Cette participation directe modifie la perception du projet. Il n'est plus vu comme une infrastructure imposée, mais comme un bien collectif. Ces effets rapides renforcent la légitimité de l'initiative. Ils transforment une idée technique en expérience sociale observable, mesurable dans la vie quotidienne. Pour Ibrahim Traoré, ces résultats servent de point d'appui politique, montrant que l'infrastructure peut devenir un outil de cohésion plutôt qu'un simple poste de dépense. En d'autres termes, l'infrastructure change la vie avant de changer les chiffres. Tout commence par un déclencheur simple et visible. L'échec répété des routes classiques face aux pluies. Avant, chaque saison humide signifiait fissures, nids de poules, coupures prolongées et réparations coûteuses. Après, un tronçon expérimental tient. La comparaison est immédiate, presque brutale. Dans les semaines qui suivent, l'information circule entre villages, administrations locales et techniciens. Le projet sort de l'ombre. La montée en intensité s'opère lorsque les premiers résultats sont documentés. Les coûts baissent nettement. L'entretien s'allège, la praticabilité se prolonge au-delà des périodes critiques. Ces constats déclenchent une décision politique. Étendre l'expérimentation à d'autres zones rurales, choisies pour leur exposition aux contraintes climatiques. L'initiative cesse d'être isolée. Elle devient un programme pilote assumé, porté au sommet de l'État par Ibrahim Traoré, qui accepte d'en faire un marqueur de gouvernance. À ce stade, le rythme s'accélère. Des centres de collecte de pneus sont organisés, des équipes locales sont formées, les chantiers se multiplient à une échelle encore modeste, mais suffisante pour créer un effet de réseau. Chaque nouvelle route devient une preuve supplémentaire, observée par les habitants, commentée par les médias nationaux, puis relayée à l'international. Le projet gagne en visibilité, et avec elle, en opposition. Le point culminant survient lorsque les acteurs traditionnels du secteur réagissent. Des entreprises de construction dénoncent une solution jugée non standard. Des experts expriment des doutes sur la durabilité à long terme. Le débat quitte le terrain technique pour entrer dans l'arène économique et politique. Faut-il privilégier des méthodes éprouvées mais coûteuses ou accepter un modèle local moins orthodoxe mais adapté aux réalités climatiques et budgétaires? Les répliques ne tentent pas. Les défenseurs du projet s'appuient sur les faits observés. Les routes tiennent. Les coûts restent inférieurs. L'entretien diminue. Les communautés impliquées défendent une infrastructure qu'elles ont contribué à construire. Cette appropriation locale devient un argument central, difficile à neutraliser par un simple discours d'expertise externe. En parallèle, l'État ajuste sa stratégie. Il ne s'agit plus seulement de construire, mais de structurer. Des règles émergent pour encadrer la qualité, standardiser certaines pratiques et sécuriser l'approvisionnement en matériaux recyclés. Le projet gagne en maturité sans perdre son caractère expérimental. Pour Ibrahim Traoré, cette phase est décisive. Trop de rigidité tuerait l'innovation, trop de souplesse fragiliserait la crédibilité. À mesure que les événements s'enchaînent, une ligne claire apparaît. Ce qui avait commencé comme une réponse pragmatique à un problème local devient un test national de souveraineté économique. Chaque nouvelle route ajoute une couche de sens, reliant infrastructure, emploi
environnement et autonomie politique. Le projet n'est plus jugé uniquement sur sa performance technique, mais sur sa capacité à redéfinir les priorités publiques. La question n'est alors plus de savoir si l'idée est audacieuse. Elle devient plus tranchante. Jusqu'où l'État est-il prêt à aller pour transformer une expérimentation en modèle durable? Le cœur du débat repose désormais sur des données mesurables, comparables et observées dans le temps. Avant l'initiative, les routes rurales du Burkina Faso suivaient un schéma connu. Coûts élevés, dépendance aux importations, cycle d'entretien fréquent et vulnérabilité climatique marquée. Après les premiers déploiements, les écarts deviennent visibles et alimentant une analyse plus rigoureuse, défendue publiquement par Ibrahim Traoré comme base de décision. D'abord, les coûts de construction baissent d'environ 40%. Moins d'importations, matériaux locaux disponibles, main-d'œuvre communautaire, logistique simplifiée, délais raccourcis. Cette baisse agit comme un multiplicateur budgétaire. Dans un contexte de ressources limitées, chaque projet routier consomme habituellement une part disproportionnée des finances publiques. Réduire ce coût modifie l'arbitrage politique. Un même budget permet soit d'étendre le réseau, soit de réallouer des fonds vers la santé, l'éducation ou la sécurité alimentaire. Erreur. Le chiffre devient stratégique, car il transforme une contrainte chronique en marge de manœuvre. Ensuite, les coûts d'entretien diminuent, proches de 30%. Moins de fissures climatiques, réparation espacée, intervention locale rapide, durabilité prolongée et mesurable. L'entretien est souvent la variable invisible des infrastructures. Une route construite mais rapidement dégradée devient un passif. Ici, la résistance observée face aux pluies intenses et aux températures extrêmes réduit la fréquence des réparations lourdes. Cela libère des équipes techniques, stabilise la planification et diminue les interruptions de circulation, particulièrement critiques pour les zones rurales dépendantes d'un accès continu. Enfin, chaque kilomètre construit recycle environ 10 000 pneus. Déchets transformés en ressources, pollution évitée, filière locale structurée, impact environnemental direct. Ce chiffre relie infrastructure et écologie. Avant le projet, les pneus usagés s'accumulaient dans des décharges ou étaient brûlés, générant des risques sanitaires. Leur intégration dans la construction routière crée une chaîne de valeur nouvelle, où la collecte devient une activité économique et la réduction des déchets un bénéfice mesurable. L'effet dépasse la route elle-même et touche la gestion environnementale nationale. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent un basculement. Le modèle classique repose sur un investissement initial élevé suivi d'un entretien constant. Le modèle testé inverse partiellement la logique. Investissement réduit, durabilité accrue et retombée locale plus immédiate. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée sert de réponse aux critiques abstraites. Elle permet de déplacer la discussion du registre idéologique vers celui de l'efficacité observable. Cependant, ces données ont aussi leurs limites. Elles proviennent de phases pilotes, sur des tronçons ciblés, dans des conditions spécifiques. La question de l'échelle reste entière. Les économies observées se maintiendront-elles sur des centaines de kilomètres? La filière de recyclage pourra-t-elle suivre une montée en charge rapide? Les compétences locales suffiront-elles sans dégrader la qualité? C'est précisément à ce point que les chiffres cessent d'être des preuves finales et deviennent des repères. Ils n'annoncent pas une certitude, mais un différentiel clair entre avant et après. Ce différentiel justifie l'expérimentation élargie, sans garantir le succès automatique. L'enjeu n'est plus de convaincre par des promesses, mais de vérifier par l'accumulation de données cohérentes. La trajectoire se dessine alors ainsi, des chiffres modestes en apparence, mais suffisamment robustes pour soutenir un changement de cap raisonné. Les opposants au projet avancent d'abord un argument de durabilité à long terme. Selon eux, les routes construites à partir de pneus recyclés n'auraient-elles pas le recul nécessaire pour garantir une performance sur plusieurs décennies. Les infrastructures classiques en béton ou en asphalte, affirme-t-il,
ont fait leurs preuves dans des contextes variés et disposent de normes internationales reconnues. Miser sur une solution alternative exposerait donc le Burkina Faso à un risque de dégradation différée, coûteuse à corriger une fois le réseau étendu. Un second argument porte sur la sécurité et la standardisation. Les critiques soulignent que des matériaux non conventionnels pourraient poser des problèmes d'adhérence, de résistance au trafic lourd ou de compatibilité avec des axes à fort passage. Dans cette lecture, l'innovation serait acceptable à petite échelle, mais inadaptée à un réseau national devant répondre à des exigences de circulation croissantes et à des normes de sécurité homogènes. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Elles rappellent que toute politique d'infrastructure engage des effets à long terme et que l'enthousiasme initial ne suffit pas à garantir la viabilité d'un modèle. C'est précisément pour cette raison que la réponse apportée par Ibrahim Traoré s'appuie moins sur un discours de rupture que sur des éléments observables. Premièrement, la question de la durabilité n'est pas traitée de manière abstraite. Les routes pilotes ont été testées dans des conditions climatiques particulièrement sévères, marquées par des pluies intenses et des températures extrêmes. Là où des routes traditionnelles se fissurent rapidement, les tronçons en pneus recyclés ont montré une résistance supérieure sur plusieurs saisons. Ce n'est pas une preuve définitive à long terme, mais un signal empirique plus solide qu'une simple hypothèse. Deuxièmement, sur la sécurité et la standardisation, le projet ne prétend pas remplacer immédiatement tous les modèles existants. Il cible en priorité des zones rurales à faible densité de trafic, où l'enjeu principal est l'accessibilité continue, plutôt que la vitesse ou le volume. Cette approche graduelle limite les risques systémiques tout en permettant d'accumuler des données techniques avant toute généralisation. Enfin, l'argument économique pèse dans l'arbitrage. Une réduction significative des coûts de construction et d'entretien modifie la comparaison avec les standards internationaux. Même si la durée de vie devait être légèrement inférieure, le ratio coût-efficacité resterait favorable dans un contexte budgétaire contraint. Ainsi, le débat ne se résout pas par un rejet des critiques, mais par une hiérarchisation des priorités. Tester, mesurer, ajuster. L'enjeu n'est pas de proclamer une solution parfaite, mais de démontrer qu'une alternative locale peut rivaliser avec des modèles importés, sans les copier aveuglément. Ce constat marque un basculement décisif dans la trajectoire de l'initiative. Jusqu'ici, les routes sans pneus recyclés pouvaient encore être perçues comme des essais prometteurs, tolérés parce qu'ils restaient limités. À ce stade, l'accumulation de résultats change la nature du débat. Il ne s'agit plus de savoir si la méthode fonctionne ponctuellement, mais de comprendre ce qu'elle modifie dans la manière de décider. La révélation centrale tient dans ce déplacement. Le projet n'avance plus seulement par conviction politique ou par nécessité budgétaire. Il progresse parce qu'il produit des effets observables, reproductibles et appropriés localement. Les communautés ne défendent plus une idée. Elles défendent une infrastructure qu'elles utilisent et entretiennent. Les administrations locales ne relèvent plus une directive centrale. Elles s'appuient sur des données issues du terrain. Pour Ibrahim Traoré, ce moment redéfinit le rôle de l'État. L'enjeu n'est plus d'imposer une solution alternative face à des standards dominants, mais de créer un cadre où l'innovation locale devient une option légitime parmi d'autres. Cette légitimité ne vient pas d'un discours de rupture, mais d'une continuité d'usage. Les routes restent praticables, les coûts restent contenus, les bénéfices sociaux persistent. Ce changement de statut entraîne une conséquence stratégique. Une fois que le projet est reconnu comme viable, le refus de l'étendre devient lui-même un choix politique et non plus une simple prudence technique. La question se renverse alors. Pourquoi revenir à des modèles plus coûteux et moins adaptés si une alternative locale prouve sa pertinence? À partir de ce point médian, le débat quitte définitivement le registre de l'audace pour entrer dans celui de la responsabilité publique. Le projet d'Ibrahim Traoré a des répercussions profondes pour plusieurs groupes au Burkina Faso, chacun réagissant à sa manière aux changements apportés
par les nouvelles infrastructures. Ces effets ne se limitent pas aux seules dimensions économiques ou techniques. Ils touchent directement les vies quotidiennes des Burkinabés, redéfinissant leurs relations à l'espace, à l'emploi et à la mobilité. Pour les citoyens des zones rurales, avant l'arrivée des routes en pneus recyclés, ces zones étaient coupées du reste du pays pendant plusieurs mois chaque année. Cette situation isolait les communautés, freinant le commerce et l'accès aux services de base, comme les hôpitaux et les écoles. L'amélioration de l'accès permet désormais à ces populations de bénéficier de services essentiels plus rapidement. Les femmes, en particulier, voient leurs opportunités économiques se multiplier. En accédant plus facilement au marché, elles peuvent vendre leurs produits à des prix plus compétitifs, ce qui améliore leur autonomie financière et sociale. Pour les entreprises locales, les petites structures bénéficient aussi des nouvelles routes. Le transport devient moins coûteux et plus fiable, ce qui réduit les frais logistiques et stimule la production et la distribution de biens. Ces entreprises, souvent les plus affectées par les mauvaises infrastructures, voient leurs coûts d'exploitation diminuer, ce qui augmente leur compétitivité. Les producteurs agricoles, notamment, peuvent expédier plus rapidement leurs récoltes, réduisant ainsi les pertes dues au retard. Pour l'État et les collectivités locales, la réduction des coûts d'entretien libère une partie du budget, qui peut être redirigée vers d'autres secteurs prioritaires, comme la santé ou l'éducation. Par ailleurs, la mise en place de ces projets locaux permet à l'État de renforcer sa souveraineté économique. Ce modèle peut aussi attirer des investissements dans d'autres infrastructures et améliorer l'image du pays sur la scène internationale. Et sur le plan international, le projet est observé avec un intérêt croissant. De nombreux pays en développement, confrontés aux mêmes défis d'infrastructures dégradées et coûteuses, voient dans cette initiative un modèle à suivre. L'approche du recyclage des pneus, combinée à une solution locale, pourrait inspirer d'autres nations africaines, voire au-delà, à repenser leur propre stratégie de développement durable. L'impact global serait bien plus significatif si d'autres gouvernements décidaient de suivre cette voie. À court et moyen terme, plusieurs trajectoires sont possibles pour le projet d'Ibrahim Traoré, chacune présentant des risques et des opportunités spécifiques. Ces scénarios diffèrent selon les choix politiques, les pressions externes et la capacité du gouvernement à faire face aux défis logistiques et économiques. Dans une trajectoire de base, l'État burkinabé, fort des résultats positifs obtenus dans les premières régions, décide d'étendre le programme à l'échelle nationale. Les autorités renforcent leur soutien en mobilisant des fonds publics et en intégrant davantage de partenaires locaux et internationaux. Le recyclage des pneus devient une solution standardisée, avec des centres de recyclage établis dans différentes régions et des programmes de formation mis en place pour garantir la qualité de la construction des routes. Le modèle se pérennise et d'autres pays africains commencent à observer attentivement les résultats du Burkina Faso, envisageant de répliquer le modèle dans leur propre région rurale. Dans une trajectoire plus optimiste, le projet dépasse les frontières du Burkina Faso. En raison de l'efficacité du modèle, plusieurs pays voisins, confrontés à des défis similaires en matière d'infrastructure, adoptent la méthode des routes en pneus recyclés. Ce scénario implique un renforcement de la coopération régionale. Des partenariats sont établis pour mutualiser les ressources et les technologies. Et des fonds d'investissement internationaux commencent à soutenir l'initiative, voyant en elle un moyen de favoriser un développement durable dans la région. Les réussites locales deviennent une vitrine pour le modèle africain, offrant un contrepoint aux solutions d'infrastructures importées et souvent inadaptées. Et si la situation se durcit, une trajectoire pessimiste peut ralentir l'expansion. L'opposition politique et les critiques externes s'intensifient. Les entreprises internationales de construction renforcent leurs efforts pour discréditer la méthode, arguant qu'elle n'est pas viable à long terme. De plus, les défis logistiques dans certaines régions, comme la collecte et le recyclage des pneus, ralentissent l'implantation de nouveaux projets.
Les pressions économiques et diplomatiques croissent, limitant l'extension du programme. Le gouvernement pourrait alors revenir à une approche plus prudente, priorisant des solutions plus classiques ou attendues par la communauté internationale. Toutefois, même dans ce scénario, le modèle continue de faire ses preuves dans certaines régions, mais son adoption à plus grande échelle reste incertaine. Chacun de ces scénarios présente des conséquences profondes pour le développement du Burkina Faso. Le premier offre une voie de durabilité et de leadership africain, le second, un modèle de coopération régionale, et le dernier expose les vulnérabilités face à une résistance interne et externe. Au-delà des chiffres et des décisions publiques, ce projet touche directement des situations familières pour de nombreux citoyens, même en dehors du Burkina Faso. Il rappelle que l'infrastructure n'est pas une abstraction. Elle conditionne le temps perdu ou gagné, l'accès réel aux services et la capacité d'une communauté à se projeter dans l'avenir. Observer cette initiative, c'est aussi réfléchir à la manière dont les choix techniques influencent la vie quotidienne. Pour les habitants des zones concernées, la première différence est tangible. Un trajet plus court vers un marché ou un centre de santé modifie l'organisation d'une journée entière. La régularité des déplacements réduit l'incertitude, élément souvent invisible mais central dans les économies fragiles. Quand une route devient fiable, elle transforme des activités occasionnelles en routine stable. Pour les travailleurs locaux, l'impact est plus subtil mais tout aussi déterminant. La participation à la collecte, au recyclage et à la construction crée une relation directe entre effort et résultat. Les compétences acquises sont réutilisables, transférables à d'autres projets. Ce savoir-faire local, souvent négligé, devient un capital durable, indépendant des cycles de financement extérieurs. Pour le spectateur international, cette expérience invite à un changement de regard. Elle montre que l'innovation ne vient pas toujours de technologies complexes ou coûteuses, mais parfois d'une relecture pragmatique des ressources disponibles. La démarche portée par Ibrahim Traoré met en lumière une logique simple: partir des contraintes réelles plutôt que des modèles idéaux. À une échelle plus personnelle, ce projet suggère 2 gestes simples. D'abord, interroger les solutions présentées comme évidentes. Sont-elles réellement adaptées au contexte local? Ensuite, valoriser les initiatives qui impliquent directement les communautés concernées plutôt que de les réduire à des bénéficiaires passifs. Ainsi, même sans vivre au Burkina Faso, chacun peut reconnaître dans cette histoire une question universelle: comment transformer des contraintes quotidiennes en levier d'action collective? Pour passer d'une réussite consolidée à un modèle durable, une feuille de route claire s'impose. Elle repose sur des étapes séquencées, chacune associant des acteurs identifiés, un calendrier réaliste et des critères de mesure. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas d'accélérer à tout prix, mais de sécuriser chaque palier. D'abord, il faut structurer la collecte et le recyclage à court terme. Les autorités locales organisent des centres régionaux de collecte des pneus avec des partenariats communautaires. Pour suivre l'avancement, on peut mesurer les volumes collectés mensuels et le taux de transformation effectif. Ensuite, il est nécessaire de former et certifier les équipes à court et moyen terme. Des programmes de formation ciblés sont déployés pour les ouvriers, techniciens et superviseurs. On peut mesurer le nombre de personnels certifiés et la conformité des chantiers aux standards définis. Puis, l'extension se déploie par zones prioritaires, surtout sur les axes ruraux à forte vulnérabilité climatique. On peut mesurer les kilomètres livrés et la continuité d'usage pendant la saison des pluies. En parallèle, un cadre réglementaire léger encadre et standardise sans rigidifier. Il fixe des seuils de qualité, sans bloquer l'adaptation locale. On peut mesurer cela par des audits indépendants et des retours d'usage des collectivités. Enfin, l'évaluation et l'ajustement deviennent continus. Les données d'entretien, de coût et d'impact social sont agrégées pour réorienter les choix. On peut mesurer les écarts avant, après, surcoût, accessibilité et satisfaction locale. Cette feuille de route transforme une innovation en politique publique mesurable. Elle réduit les risques, renforce la crédibilité et permet des ajustements fondés sur les faits.
Pour Ibrahim Traoré, le succès ne tient pas à une promesse, mais à la capacité d'apprendre à chaque étape et d'ancrer l'autonomie dans des pratiques vérifiables. À travers cette initiative, Ibrahim Traoré a transformé une simple route en un symbole fort d'autonomie et de résilience. Là où d'autres voyaient une solution technique, lui a vu une opportunité de rétablir un sentiment de contrôle et de fierté collective pour le peuple burkinabé. Ce projet dépasse le cadre des infrastructures. Il incarne la possibilité d'un avenir plus durable, façonné par les propres ressources et la créativité locale. Lorsqu'une route en pneus recyclés devient praticable, ce n'est pas seulement un chemin qui s'ouvre. C'est une nouvelle voie vers l'indépendance, un espoir renouvelé pour ceux qui, jusqu'alors, étaient soit contraints de se battre chaque saison contre les intempéries, l'isolement et la précarité. La solidarité retrouvée autour du projet rappelle à chacun que l'innovation ne réside pas seulement dans les grandes technologies, mais dans la capacité à puiser dans ses ressources les plus simples et les plus proches. Ce retour émotionnel, c'est aussi la fierté des femmes et des hommes qui ont contribué à la construction de ces routes, qui ont vu leur travail prendre forme sous leurs pieds, offrant un accès durable à l'éducation, à la santé et au marché. Ils ne sont plus de simples bénéficiaires, mais des acteurs du changement, renforçant ainsi les liens sociaux et la cohésion communautaire.